Ça, c'est des glands qui tombent des arbres. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est, les glands? Les glands, c'est ce qui descend du... Oh, je ne sais encore plus. Des chênes. Ah oui, Ben oui. et c'est pas des autres arbres? C'est Ah des ben chênes? non. Hein? Oui, non. C'est des glands qu'il y a dans les chênes qui donnent des... Dans la démence sémantique, les patients vont se plaindre très concrètement au début d'un manque du mot, d'une réduction de leur vocabulaire dans la vie de tous les jours, avec également des difficultés de compréhension de certains mots. Ils vont se plaindre aussi de difficultés pour identifier des objets, des choses. Tu vois, là, il y a des belles châtaignes. Enveloppe des châtaignes, comment tu t'appelles? Non, je ne sais pas. Ça commence par un C, non, c'est pas ça? Des... Coco, quelque chose, non? Des bogues. Oh, des bogues. Oh, ah. Ça fait 8 ans. J'ai vu qu'il y avait des mots qui n'étaient pas à leur place dans la conversation, quoi. Donc c'était d'abord les mots qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne retrouvait pas. Après, ça a été la phrase. Je vais vous montrer quelques objets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Pour piquer la nourriture. Voilà, mais là. Une fourche. Une fourchette. Ah oui, c'était ça. Oui. Vous trouvez que ça y ressemble ou pas? Oh bah merci. Oui. Trouver les mots, c'est quelque chose qui est très banal. Vous pouvez avoir du mal à trouver un nom propre, mais si je vous dis c'est ce nom-là, vous me direz oui, c'est ça que j'étais en train de chercher. Alors que ces patients-là, quand on leur donne le nom, ils disent non, ce mot-là ne m'est inconnu. Les patients peuvent aussi décrire des difficultés d'identification des visages. Ils vont très bien reconnaître leurs proches qu'ils vont voir dans la vie de tous les jours, mais peuvent avoir des difficultés pour reconnaître des personnes qu'ils voient moins fréquemment. Il y a 3 ans, lors d'une visite de mes neveux pendant les vacances, mon épouse ne se rappelait plus de l'existence de ces neveux-là. Quand les neveux sont arrivés, elle leur a demandé qui ils étaient, quoi. Et c'est ça que vous évoquez en fait au premier lieu, c'est ce changement de caractère, ce changement de comportement. Le diagnostic a été posé il y a 5 ans, quelques jours après les fêtes de fin d'année. Mes enfants m'ont dit « Papa, maman a quelque chose qui ne semble, qui n'est pas normal dans son comportement ». Lorsque nous étions autour d'une table, elle intervenait mal à propos, parlant d'autre chose. En fait, l'agressivité ressort et peut être très forte. Les troubles comportementaux vont surtout être rapportés le plus souvent par les proches. Les patients vont être décrits comme plus rigides, plus entêtés, plus butés. Ils peuvent même devenir parfois intolérants à certaines frustrations et ça peut même aller jusqu'à certaines entraves de règles sociales prédéfinies. Un exemple tout bête, une patiente qui était avec son mari dans un bouchon et qui dit à son mari « Tiens, t'as qu'à prendre à gauche, il n'y a personne ». Et son mari lui dit « Tu vois bien que c'est un sens interdit ». Et la patiente lui répond « Oui, je vois bien que c'est un sens interdit, mais personne ne nous verra ». Alors que c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait avant. Vous voyez, cette espèce de filouterie, il y a ce que mes intérêts à moi qui passent un petit peu avant tout. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout des choses. On a une baisse du facteur extérieur parce que vous, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous allez être capable à ce moment-là de mettre des limites, de ne pas faire des choses parce que vous vous dites ça va gêner les autres ou ça se fait pas. Et donc là, il y a une certaine désinhibition dans notre comportement parce qu'on prend moins en compte les autres. Sur la place, par exemple, le matin, des fois, il y a des gens qui font de la musique, et elle va et puis elle danse un peu. Bon, c'est un peu bizarre, oui. Nous, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, on n'existe pratiquement plus dans la maison. C'est eux-mêmes. C'est des personnes qui ont souvent tendance à être égocentriques, à moins penser aux autres, à penser à leurs intérêts. C'est des gens qui sont très stricts sur les horaires, qui ont tendance à manger à la même heure. Et si on modifie un petit peu, parce qu'il y a un imprévu, leur horaire de repas, par exemple, c'est des gens qui vont commencer à devenir un petit peu irritables. On mange à des heures très précises. Au début, c'était 19h. Donc déjà, quand il fait beau l'été, 19h, c'est pas grand-chose. Et ça avance continuellement. Ça va être 18h30 et peut-être 18h. Les patients vont aussi développer des rituels, des manies, ce qui peut perturber le quotidien du patient, mais aussi vraiment du proche aidant, d'autant plus que les patients vont plutôt se concentrer sur des activités solitaires et délaisser les relations interpersonnelles amicales, ce qui participe à l'isolement du patient, ce qui rajoute bien sûr à la complexité de la maladie.
La démence sémantique, c'est une maladie dégénérative du cerveau qui touche plus spécifiquement ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des connaissances. Elle est liée au dépôt de protéines particulières dans le cerveau et qui vont devenir toxiques pour le neurone et qui vont tuer le neurone. Et ces protéines, elles se déposent plus spécifiquement, on ne sait pas exactement pourquoi, dans les régions antérieures des lobes temporaux, qui sont donc ces régions qui s'occupent de la mémoire et en particulier de la mémoire sémantique. On voit ici beaucoup de noir et le noir correspond à des zones où il y a eu une perte de cellules. Donc quand on a une atrophie du lobe temporal gauche, qu'on vous dit un mot, vous n'allez pas le comprendre. Qu'on vous dit un nom propre, vous n'allez pas le comprendre. Et quand vous avez une atrophie à partir du lobe temporal droit, quand vous allez voir des visages ou des images, vous n'allez pas les identifier. Et quand vous avez une atrophie des deux côtés, parce que cette maladie va commencer d'un côté et se bilatéraliser, eh bien vous n'aurez plus du tout la capacité à récupérer des informations sémantiques, des connaissances, à partir du mot et à partir de l'image. C'est une maladie qui est rare, méconnue, et il peut y avoir parfois une certaine errance diagnostique. Le premier diagnostic qui a été posé était Alzheimer. Un an après, Dr Belliard, neurologue de Pontchaillou, nous dit moi je peux vous dire que ce n'est pas Alzheimer, c'est la dégénérescence sémantique et comportementale. Et mon épouse à l'époque, qui était très consciente, sur le retour, elle était heureuse en me disant « je n'ai pas Alzheimer ». La maladie d'Alzheimer et la démence sémantique, c'est deux maladies différentes qui sont des maladies dégénératives du cerveau. Dans la maladie d'Alzheimer, on oublie les choses récentes, on a du mal à mettre dans le cerveau des nouveaux événements de notre vie. Alors que les patients qui sont atteints de démence sémantique n'ont pas de difficulté, au contraire, ils sont même très performants pour nous dire ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont fait lors des dernières vacances. Cette mémoire-là, elle est touchée dans la maladie d'Alzheimer, mais elle est préservée dans la démence sémantique. Si ça se trouve, Nico, il aimera bien. Oui, La majorité des personnes qu'on peut suivre ont conscience de leurs troubles et en sont réellement affectées. Et ça peut aboutir à des idées noires qui sont même souvent assez négligées dans les maladies neuroévolutives. Je trouve qu'en effet... C'est une maladie qui va évoluer. On n'a pas de possibilité médicamenteuse pour ralentir pour le moment cette maladie. Le cœur du traitement non médicamenteux, c'est la prise en charge orthophonique. L'intérêt de travailler avec les orthophonistes, c'est essentiellement de toujours activer le réseau des connaissances, de toujours activer le sens des mots. Les orthophonistes vont travailler avec eux tout ce qui est sens du mot, association avec des images aussi par rapport aux mots. Et vont beaucoup travailler sur ce qu'on appelle des dictionnaires visuels, des imagiers des objets du quotidien du patient. Également des trombinoscopes, que finalement la personne puisse être exposée au visage et aussi au nom. Et des proches qui parfois sont pas vus pendant plusieurs années. Donc là, vous avez mis toutes les photos. Et on a quand même plusieurs outils diagnostiques. C'est important toujours que nous, on puisse voir si la personne elle est plus gênée à partir des mots, à partir des images, pour derrière justement opérer des stratégies de prise en charge. Si on parle vite, elle ne suit plus les conversations. Les proches vont pouvoir aider en fait le patient à s'exprimer. Il y a des outils d'ailleurs dont peuvent se servir les patients. J'ai beaucoup de patients qui vont chercher en fait les mots pour retrouver l'image correspondant sur leur téléphone. Je le mets à sécher pour pouvoir le réutiliser. Elle arrive à faire sécher des feuilles de sopalin qui ont été un peu humides. Parce qu'il n'était pas très sale. Ce qui est le plus difficile, c'est les modifications du comportement. C'est le manque d'empathie qu'il peut y avoir, par exemple, par rapport à la souffrance du conjoint. C'est arrivé, par exemple, qu'un conjoint annonce une chose grave, une maladie, et que la personne n'ait absolument pas conscience de ce qu'on est en train de parler. Mon quotidien a été complètement bouleversé. Le plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'échange. On ne peut pas exprimer rien. Ça veut dire qu'on laisse un peu sa vie de côté par rapport à la vie de l'autre. Vous êtes là au quotidien, vous êtes présent, vous êtes un peu, je dirais, la canne qui permet de porter la personne, de l'accompagner. C'est très difficile pour l'aidant. Il faut que l'aidant accepte la maladie, accepte ces troubles qui sont très déroutants, accepte d'être aidé, d'en parler. C'est quand même important que le conjoint il fasse entendre aussi sa voix et qu'il ne rentre pas, il ne soit pas piégé aussi dans ces rituels qui s'instaurent et qu'il ait quand même encore son mot à dire. C'est justement l'objet des consultations neurologiques et neuropsychologiques, de tout poser sur la table. Qu'est-ce qui est acceptable pour le conjoint, les proches qui vivent au domicile? C'est de la cuisine, de l'arrière-cuisine, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel montage on peut faire
pour aider les proches à faire face à ces troubles du comportement. Ce sont des étapes d'acceptation progressives qu'il faut réussir. D'être bienveillant, de la compassion. Et il y a encore des moments que nous partageons. Nous marchons ensemble, nous avons le projet de repartir avec la famille, les enfants au sport d'hiver. Là, on s'est inscrit dans une chorale, là, alors. On va chanter le mercredi soir. Et la danse bretonne le jeudi. Des choses faciles, hein, ça peut être la marche, la danse classique. On aime voyager. Quand on est en voyage, il n'y a plus ces fixations qu'il y a d'habitude, puisqu'on n'est plus dans le même contexte. C'est beaucoup plus agréable pour nous. On joue tous les jours à des jeux, 2 heures de jeux, de cartes, tous les jours. Elle adore. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est quelque chose qui, malgré tout, mérite encore d'être vécu. On n'est pas obligé de s'aligner sur cette maladie, ne rien faire d'autre, etc. Non. Il faut continuer à vivre les choses qui sont encore possibles.